Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des Jours de la Culture pour cette troisième rencontre dans la série des rencontres avec des artisans du patrimoine montréalais qui vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les métiers du patrimoine. Je vous rappelle que cette activité-là est proposée par Héritage Montréal. C'est une organisation qui met en œuvre à protéger et promouvoir le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région de Montréal. Je me présente, je m'appelle Philémon Gravel, je fais partie du comité de la relève d'Héritage Montréal ainsi que du comité patrimoine aménagement. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être eu l'occasion d'y assister, les semaines passées, on a rencontré le maçon Olivier Toupin et le menuisier Jean-François Lachance. Vous pouvez visionner dans tous les cas ces capsules sur Facebook. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec le maître verrier Jeff Sheckman du Studio Vert. On va vous mettre des liens pour aller voir son travail sur les médias sociaux. Donc, bonjour Jeff, ça va bien? Oui, et vous? Oui, super. Donc, je commence avec une première question. C'est quoi exactement votre métier et en quoi ça consiste? Bon, le maître verrier est responsable de la création des vitraux, de fabrication et la restauration des vitraux. En gros, c'est ce qu'on fait, oui. Puis vous, dans le fond, comment vous êtes venu cette vocation-là? Oui, c'était un peu, pas direct. Alors moi, j'ai fait mes études en musique. Je suis américain d'origine. Alors, je suis venu à Montréal pour faire mes études à McGill en musique. Bon, à un moment, j'ai laissé tomber la musique et j'ai travaillé beaucoup avec mes mains. J'étais artiste aussi. Alors, j'ai cherché quelque chose de plus artisanal. Alors, par hasard, j'étais dans le Vieux-Montréal un jour et il y avait un atelier de vitrail avec un grand maître, Théo Loubert, qui est un des grands maîtres du Québec. Alors, on s'est jasé un peu et puis j'ai demandé est-ce qu'il avait besoin d'un artisan. Alors, plutôt un apprenti artisan. Et oui, il avait besoin. Alors, j'ai passé 6 ans avec Théo. Okay. J'ai appris bien sûr, en 6 ans, beaucoup de choses. On a fait beaucoup de restaurations partout au Québec, dans les Maritimes, des créations. Alors, c'était pour moi vraiment... j'avais beaucoup de chance parce que Theo Luber, il est hollandais. Alors, il a fait ses études en vitrail. Il a travaillé beaucoup en Europe. Alors, à Montréal et au Québec, on n'a pas des écoles pour le vitrail, toujours pas. Alors, c'est vraiment des apprentissages qu'il faut faire. Mais moi, j'ai appris d'une vraie maître verrier européenne j'avais beaucoup de chance, oui. Puis vous diriez, disons, c'est comme ça que vous avez appris votre métier, vraiment sous la forme d'un apprentissage. Puis combien de temps environ ça a pris avant que vous puissiez vous dire maître verrier lors de cette Oui, c'est intéressant parce que c'est au Québec, au Canada, on n'est pas réglé comme en Europe. Bien sûr, ils ont des écoles, ils ont des formations, apprentissage très strictes. Alors, en Europe, on peut peut-être pas dire maître verrier avant un certain nombre d'années, université, etc. Ici, c'est un peu plus flux. Moi, j'ai dit maître verrier, ça fait 45 ans que je fais le métier. Alors, c'est un peu plus comme School of Hard Knocks, comme on dit en anglais. Ça veut dire que après 5 ans, non, j'ai pas dit maître verrier, mais après 20 ans, j'ai dit maître verrier, oui. Super. Oui. Puis, selon vous, c'est quoi les qualités principales là, pour exercer ce métier-là? Vous dites que vous veniez du milieu de la musique, est-ce qu'il y a des liens à faire? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon maître verrier? Oui, ben, il faut être très méticuleux. C'est vraiment précis ce qu'on fait. Le découpage de verre est très, très précis au millimètre. Il faut être patient, très patient. On peut passer facilement 2, 3, 4 semaines sur une vitrail, dépendant de l'intensité, des nombres des morceaux. Il faut être passionnant parce que c'est quand même intense ce qu'on fait. Et comme vous voyez, ça prend des années pour apprendre le métier. Alors,
Ça aide beaucoup d'être artiste, mais il y a des verriers qui ne sont pas artistiques, ils sont plus artisanaux. Alors, on peut être un verrier artisanal, on travaille dans un atelier, il y a le maître verrier qui va probablement faire les cartons, ce qu'on appelle les dessins pour les vitraux. Ça veut dire, dans un assez grand atelier, ça prend quand même des artisans et des concepteurs en plus. Voilà, c'est ça, un peu, voilà. Vous aviez dit que votre maître était hollandais, donc lui, il avait appris son métier en Europe. Oui. C'est quoi les particularités de ce métier-là dans le contexte nord-américain ou à Montréal? Oui. Quel type d'ouvrage, Oui. les matériaux, est-ce qu'il y a des grandes différences avec ce qui se fait en Europe? Oui, il y a des grandes différences. Et ça, c'est pour deux raisons. D'abord, ils ont des vitraux moyenâgeux de 13e siècle, 14e siècle. Nous, les plus vieux qu'on a, c'est peut-être début du 19e siècle. Alors, c'est que les verres des moyenâgeux, une fois installés, ils ont vécu tout le vie des villes. Ça veut dire la pollution, le stress d'être à l'extérieur. Souvent, il n'y avait pas des verres qui protégeaient ces vitraux. Alors, en Europe, ils ont maintenant des techniques très scientifiques. Ils ont des côtés science derrière eux pour essayer de sauver ces anciens verres avec des microscopes. Ils ont trouvé des moyens de restaurer ces anciens vitraux. Alors, on n'est pas là encore. Peut-être en 500 ans, on va avoir le même problème. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient de questions de protéger les vitraux. Alors, et en Europe aussi maintenant, ils ont étudié ça en grand, comment protéger pour avoir une bonne ventilation entre les verres protectrices à l'extérieur des vitraux, pour avoir pas d'humidité, pour avoir une ventilation. Alors, c'est eux en Europe qui sont bien à point, parce qu'ils ont besoin de ça. Mais à part de ce côté scientifique, je crois qu'on partage les mêmes techniques de restauration en général. Si on oublie ce côté de scientifique, restaurer un vitrail, c'est à peu près la même idée. Si c'est, mettons, eux, il avait un vitrail de 19e, ils feraient probablement la même chose que nous. Puis est-ce que, tu sais, je travaille en architecture, des fois les écarts de température sont assez rocambolesques là, en Amérique du Nord. Est-ce que ça intervient sur la façon dont vous... la température? Les grands écarts de température que l'on vit, par exemple, à Montréal. Oui, c'est une question surtout pour comment on va ventiler entre le verre qui protège le vitrail et le vitrail. Il y a des études qu'ils ont faites pour voir les régions plus chaudes et les régions froides. Ils ont fait les tests. Est-ce qu'on va ventiler vers l'intérieur? Est-ce qu'on va faire une ventilation extérieure? Il faut faire un choix. Et maintenant, parce que c'est quand même assez nouveau, c'est peut-être les 20 dernières années qu'on commence à maîtriser cette ventilation, mais ça a l'air en général pour les pays froids comme nous, ventiler vers l'intérieur, ça aide. Parce que même s'il y a une certaine condensation, ils vont condenser contre le verre qui protège les verres. Ce qu'on veut surtout que l'humidité, que la condensation ne rentre pas sur le côté vitrail, parce qu'il va faire une oxydation sur les plombs et petit à petit, il mange aussi le verre. Alors, c'est des études par les scientifiques qui ont fait les études et oui, ça, c'est important de savoir pour notre pays, c'est quoi les meilleures façons
de ventiler. Donc, si je comprends bien, dans votre métier, c'est pas seulement de la restauration en atelier, il y a aussi des conseils, des expertises pour pouvoir s'assurer que par la suite, le vitrail... Oui, c'est toute l'enveloppe, comme vous savez, comme architecte. On peut pas juste voir, oh, on va restaurer le vitrail, on va le remettre en place. Non, on peut pas, parce que souvent, on a les techniques au début du XXe siècle, ils ne savaient pas. Alors, il faut souvent, surtout cette histoire de ventilation, ces questions souvent autour des fenêtres, soit les briques ou les pierres, est-ce qu'ils sont bien, mettons, est-ce que l'enveloppe en général marche comme il faut? Alors, je ne suis pas architecte, moi j'ai beaucoup d'expérience, mais je travaille en conjonction avec les architectes pour ça. Il ne doit pas avoir beaucoup d'architectes spécialisés dans... Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux, ou peut-être deux à Montréal, qui travaillent beaucoup dans les églises. Alors, ils sont très connaissants de ça. Mais il y en a d'autres qui sont très ouvertes. Disons, ils ont un contrat pour restaurer. Les vitraux sont inclus. Alors, ils sont quand même ouverts d'apprendre ce que moi, je peux peut-être montrer, pas seulement pour la restauration des vitraux, mais pour les ventilations, etc. Oui. Vous allez commencer un peu à en parler, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment se déroule un chantier type ou un contrat que vous avez avec un client, de la première rencontre jusqu'au moment où vous livrez le vitrail. Vous avez dit un peu d'atelier, un peu de chantier. Oui. Oui. Alors, la plupart du temps, quand c'est un grand chantier, il y a toujours l'architecte qui ont fait les spécifications. Comme j'ai dit, c'est pas juste les vitraux. Quand c'est les restaurations des vitraux, ça veut dire aussi probablement la restauration des fenêtres extérieures, des ventilations. Alors, on commence avec l'architecte, le client, moi-même, et un entrepreneur général, d'habitude. Nous, on ne touche pas aux échafaudages. D'habitude, c'est l'entrepreneur général qui met les échafaudages à nos besoins. Souvent, on travaille en hauteur. Comme vous voyez dans les églises, là, on est à 20 à 50 pieds en hauteur. Alors, ça, c'est voilà, on a un meeting là, pour établir l'échafaudage des côtés de sécurité pour mes employés, pour mes artisans. Souvent, les entrepreneurs généraux, nos besoins sont un peu plus exigeants que d'autres métiers. Et la raison, c'est qu'on a vraiment, on a besoin d'être très, très proche aux vitraux quand on enlève les vitraux. Ça veut dire qu'on ne peut pas être plus que 8 à 10 pouces des vitraux. Sinon, on est trop loin, on ne peut pas être sûr d'être capable de retirer les vitraux parce que, bon, d'abord, on ne peut pas restaurer les vitraux sur les chantiers. L'idée des chantiers, c'est de retirer les vitraux de leur place. Alors, et souvent, on va retirer les vitraux parce qu'ils sont très fatigués. Les plombs sont finis, souvent. Alors, ça, c'est très délicat de retirer un vitrail sans qu'il tombe en morceaux. Ça n'a jamais arrivé, mais un vitrail, il veut relâcher. Les plombs sont finis. C'est facile que si on met trop de pression quelque part en levant un vitrail, il peut tomber en 2, 3, 4 morceaux, une grande vitrail. Alors, il faut être très proche. Il faut être capable d'avoir assez de place pour une équipe, peut-être 2, 3 artisans. Alors, ça, c'est un petit défi, mais d'habitude, on explique, ça marche bien. Alors, voilà. Ça veut dire sécurité des artisans, sécurité des vitraux. C'est des échafaudages adaptés à... Voilà.
Voilà, c'est Et ça. donc là, vous avez retiré le vitrail ou les vitraux, vous les ramenez à l'atelier, c'est ça? Voilà, on met toujours les vitraux dans les caisses en bois qui sont fabriquées pour ces vitraux avec des styromousse entre chaque vitrail. On amène à l'atelier, on met sur nos tables, on fait une analyse. Parce que c'est une chose, l'architecte, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que l'architecte et moi-même, avant qu'il fait les spécifications, on regarde, on fait notre analyse sur les lieux. Mais on ne peut pas être sûr de l'état des vitraux avant qu'ils sont en notre atelier, sur nos tables. Alors, justement, on est dans une église maintenant à Saint-Jean-Baptiste sur le Roux de Rachel. Et on a enlevé, on a retiré les vitraux. On a dit, je crois qu'on peut faire une restauration générale. Ils avaient l'air assez bon état, sauf pour quelques-unes. On a dit, oui, on va retirer ces vitraux. Mais là, une fois retourné à l'atelier, sur nos tables, on a vu qu'il y avait plusieurs qui le plomb, ce qu'on appelle les plombs, étaient finis, étaient cuits, soit par la chaleur, par de l'âge, parce qu'il y a, disons, 100 ans, c'est l'âge d'habitude où les plombs commencent à être fatigués. Ils ont une vie entre 80 et 120 ans, où il faut changer les plombs. OK, mais juste, je vais faire un petit pas en arrière, là, juste nous expliquer. Oui. Qu'est-ce qui constitue un vitrail? Bon, un vitrail, voilà, c'est d'habitude, c'est surtout, voilà, parce qu'il y a plusieurs. Mettons un vitrail classique dans une église. D'habitude, il y a les verres, soit les verres de couleur, les verres cathédrales. Les verres cathédrales, ça veut dire les verres avec des textures. Ça peut être des verres soufflés. Ça veut dire les verres sont fabriqués ailleurs, soit par des artisans, par les usines. On a les verres opalescents qui étaient inventés avec le Farge et Tiffany, qui maintenant sont faits aux États-Unis, mais on a le verre soufflé qui est soufflé en Europe. Nous, on fait l'importation de ces verres. On utilise, pour nous, c'est nos palettes. On a peut-être 300-400 différentes feuilles de verre dans notre atelier. Oui, j'ai vu votre photo là, avec tous les échantillons. Voilà. Et nous, pour nous, c'est notre palette. Alors, on prend les verres, on choisit les verres, on coupe les verres, et là, on fait une mise en plomb. Bien sûr, tout commence, quand c'est pas une restauration, tout commence avec un concept. Mais comme c'est une restauration, tout commence avec la documentation et ce qu'on appelle une frottis. On fait une frottis de vitrail pour avoir l'image, pour qu'on peut retravailler les verres et les plombs exactement comme ils étaient. Ça veut dire qu'une vitrail simple, c'est le verre, les plombs et le soudure. Le soudure est soudé à chaque joint. Ça veut dire chaque fois un plomb touche un autre plomb, il y a un joint de soudure. Donc, le plomb, quand vous dites le plomb, c'est des baguettes, c'est ça? Oui, c'est les baguettes de plomb, exactement. Oui, je m'excuse. C'est des baguettes de plomb qui sont en forme de hache. Et en forme de hache, ça veut dire que sur chaque côté de la hache, on peut rentrer une des verres. Et voilà, c'est comme une casse-tête qu'on met ensemble avec les baguettes de plomb. Voilà. Et le frottis, vous dites, c'est que l'esquisse générale, c'est comme Alors, le frottis, c'est utilisé pour la restauration. Alors, quand on a retiré les vitraux de leur place, ils sont sur nos tables, on prend des morceaux de papier sans acide, on prend un crayon spécial et on passe ce crayon sur le vitrail. Et là, les plombs, comme ils sont un peu plus hauts que le verre, tout ce qui est plomb, qui est baguette de plomb, il apparaît. Alors là, c'est pour nous, c'est notre guide. Parce que si on va faire une remise en plomb, ce qu'on fait, c'est que morceau par morceau, on enlève l'ancien plomb, on met dans un tiroir exactement où il était. On fait deux frottés, un pour le tiroir où on met les verres, l'autre pour refaire la mise en plomb. On veut être sûr que tous les verres et les mesures des vitraux finales
sont exactement comme ils étaient. Alors pour nous, bien sûr, on fait de documentation photo en place dans l'atelier. Alors tout ça, c'est très important pour nous. Documentation, et puis voilà, finalement, c'est la mise en plomb Donc, sur le si je photo. comprends bien, quand vous faites la restauration, les plombs, eux, ils vont être changés, mais les verres, eux, restent. Oui, alors oui, c'est super important. Et même les plombs, maintenant, c'est un autre mouvement maintenant qu'on essaie, si on peut, surtout si c'est des vitraux historiques, vraiment importants, on pense 2 fois, est-ce qu'on va changer les plombs? Parce que quand même, ils étaient faits par les télé originales. Mais à un moment, la décision de changer le plomb va venir. Quand on voit les vitraux dans les cathédrales, ils sont, c'est pas les plombs originaux. Et malheureusement, en Europe, il y a peut-être 30 à 40% de verre qui n'est pas original. Ils étaient changés. Parce qu'à un moment, il y avait, avant que ce mouvement de restauration, ou maintenant dans tous l'art qui touche la restauration, c'est important de garder tout ce qui est original. D'ailleurs, il y a deux questions qui touchent à ça sur le Facebook. La première, Mm. c'est lorsqu'il y a un vitrail ou un morceau du vitrail qui est brisé, Mm. qu'est-ce que vous faites avec? Puis l'autre, c'est Voilà. est-ce que des fois, vous préconisez de garder le verre original et de faire un nouveau joint ou c'est toujours Alors, le voilà. dessin qui est préséance? Oui. Bon, maintenant, on a des cols spéciales qu'ils utilisent dans les musées pour les vases, mais nous, on utilise les mêmes. Ça s'appelle Extil. C'est haut de gamme. Et nous, si c'est une vitrail important, ou même les clients désirent ça, c'est ce que nous, on désire aussi, c'est garder tout ce qu'on peut. On peut coller les verres maintenant edge to edge, côté à côté, OK. comme ça. Alors, ça devient très, très fort. Ça cache, ça a une qualité qui cache le lumière qui passe. Il y a moins de lumière qui passe, on voit moins les cracks aussi. Alors, nous, on suggère toujours aux clients de garder tout, mais ça peut arriver qu'ils ne veulent vraiment pas voir les cracks. On va voir quand même les cracks. On essaie d'expliquer, mais ça, c'est un morceau original. Mettons, peint par l'artiste original. On suggère fortement, et l'architecte, souvent, lui, il aussi veut garder tout. Mais ça peut arriver, surtout dans les résidentiels. On fait des restaurations de résidentiels où il n'y a pas des morceaux de verre peints comme on voit dans les églises. Ça peut être un morceau de bordure qui a été cassé en 5 morceaux. Alors, ça peut arriver qu'on fait un match, un bon match, et on change ce morceau-là. Mais on est très conscient maintenant d'essayer de garder tout ce qu'on peut, sauf, bien sûr, à un moment, les plombs, ils ne peuvent plus vivre. Mais tout ce qui est vert, oui. Puis là, vous avez mentionné le verre peint. Vous avez expliqué les différents verres, soit texturés, soit colorés, ou Oui. soit palissandres. Mais les verres peints, est-ce que c'est aussi vous qui restaurez la peinture, un peu comme des Alors, gens dans le musée? ça, c'est un grand problème. S'il y a un problème avec les peintures sur verre, parce que le peinture sur verre est ce qu'on appelle les grisailles. Le grisaille est cuit dans une four à 1200 degrés Fahrenheit. Alors, en principe, ce verre fond et le peinture sur verre fond dans le verre. Ça veut dire qu'il devient une partie de verre. Mais ça peut arriver, et on a déjà fait plusieurs restaurations, que le cuisson n'était pas assez haut. On peut manquer 5 degrés. Ça veut dire il tient, mais il ne tient pas comme il est fondu dans le verre. Ça veut dire c'est très problématique. On ne peut pas recuire ça. On ne peut pas. Ça veut dire il faut essayer de restaurer ce vitrail. Ça veut dire on ne peut pas forcément faire une restauration comme on voulait. Parce qu'en touchant trop, par exemple, on veut mastiquer, une fois la remise en plomb est faite, on mastique entre les plombs
et le verre. C'est une mastic qui fait imperméabiliser le vitrail et ça aide. Mais quand ça arrive que la peinture n'est pas assez cuite, il faut qu'on évite frotter le verre. Ça veut dire il y a des étapes qu'il faut, on évite même à nettoyer avec de l'eau. Alors, ça peut être problématique. Mais quand c'est un verre peint qui est cassé, on essaie toujours de coller. S'il y a un morceau de verre manquant, ça peut arriver, soit peint ou non peint. Nous, on a des techniques de peinture sur verre et on essaie de comprendre le style. Parce que si c'est manquant, ça serait un peu à nous à imaginer on essaie de voir ce qu'il est là et quand même rentrer dans la tête d'artiste. Mais c'est rare qu'il y ait un morceau manquant. Ça peut être en 20 morceaux. On peut coller ça ensemble ou au moins on peut avoir une idée de qu'est-ce qu'il y avait là. Voilà. Donc là, vous avez restauré le verre, vous avez changé les plombs. Là, vous le renvoyez, vous le réassemblez dans votre atelier en petits morceaux, j'imagine, avant de l'envoyer sur le chantier. Alors, les vitraux qu'on voit dans les églises, ils sont toujours, sauf si c'est un petit vitrail, mais d'habitude, on voit un vitrail dans une église, il est, mettons, 5 pieds de large par 15 pieds d'eau. Mais d'habitude, il est au moins, si c'est 5 pieds par 15 pieds, il va être au moins en 4 ou 5 morceaux. Et il était conçu en 4 ou 5 morceaux. On ne peut pas faire un vitrail si c'est large comme ça. Ça veut dire, nous, quand on enlève les vitraux, on enlève les 5 morceaux. Ils sont divisés avec ce qu'on appelle les barres lotières. Alors, en anglais, on dit T-bar. Okay. Alors, c'est simple, c'est un bar en T. Et un vitrail en dessous, et l'autre vitrail s'assoit sur le T-bar. Ça veut dire... C'est en acier, là, c'est pas en plomb. C'est en acier. Et ça veut dire le poids n'est pas transféré à le vitrail qui est en dessous. Mais ça peut arriver, surtout quand les vitraux étaient faits en Europe, et on a beaucoup de vitrails qui étaient faits en Europe, ils étaient envoyés en bateau, peut-être envoyés au verrier ou au menuisier aussi, qui ne savaient pas. Alors, comment l'installer? C'est le métier d'un verrier, comment installer un vitrail comme il faut. Alors, on a vu qu'ils ont, au lieu de mettre les barres lotières, ils ont mis un vitrail sur l'autre vitrail, comme ça. Et là où on met les vergettes, c'est les barres qui renforcent les vitrails. Il y a des cuivres, les fils en cuivre soudés aux vitraux. Et là, on prend une barre rond, ça c'est à l'ancien, un barre rond, et on prend ce fil en cuivre autour de chaque barre. Alors, on a vu qu'eux, ils ont utilisé ces barres avant le jour où ils pensaient, OK, il faut qu'on mette quelque chose devant pour qu'ils ne tombent pas. Alors, on a vu des vitraux de vraiment historiques qui étaient très, très mal installés. Et ce n'était pas la faute de l'atelier, parce que d'habitude, les vitraux qui étaient fabriqués au Canada, ils étaient assez bien installés. Oui. Alors, il manquait de main-d'œuvre qualifiée. C'est bien ça. Oui, exactement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un des chantiers là, qui vous a marqué, soit dont vous avez été le plus fier ou qui a été plus difficile, quelque chose qui... Oui, si je peux peut-être dire deux, mais en parlant de cette histoire des barres lotières qui manquaient, on a fini une très grande restauration à Lac-Mégantic. Alors, à Lac-Mégantic, c'est quand même un petit village, mais ils ont une assez grande église là, et c'est assez spécial. Je recommande à tout le monde, s'ils sont dans la région, d'aller voir ça. Il y a une histoire incroyable derrière ce vitrail.
c'est une vitrail qui date de 1839. Il mesure 25 pieds de large, à peu près 35 pieds d'eau. Alors, c'est une vitrail qui était dans une église à Londres. Ah ouais. Et oui. Et ils ont enlevé ce vitrail. Ils avaient un autre donateur qui voulait changer le vitrail. Et c'est dans un style néo-gothique. C'est de toute beauté. Mais c'était peut-être pour eux, je ne sais pas, ils voulaient quelque chose un peu plus contemporain. Alors, ils ont enlevé ce vitrail néo-gothique. Il était en 150 différentes petits vitraux. Ça veut dire les différents panneaux. Surtout que ce vitrail-là, il était divisé en 9 lancettes. Et en haut, dans le tympan, qui est comme un rosace, mettons, en haut, il y avait 100 morceaux de vitrail. Ça veut dire, on parle de 150 panneaux de vitrail. Et là, ils ont acheté, il y avait un prêtre de ce petit ville qui était à Londres. Il a acheté ce grand vitrail qui était déjà dans les caisses. Et il a emmené ça à Lac-Mégantic. Ils ont ouvert un mur parce que ça, c'est à 1918, je crois, qu'ils ont fait ça. C'était au début du siècle qu'ils ont enlevé en Londres ce vitrail et ils ont installé ça à Lac-Mégantic. Alors, ils ont installé exactement comme j'ai dit avant. Il y avait, imagine les lancettes eux-mêmes qui mesuraient à peu près 20 pieds de haut. Il y avait les divisés en 5 morceaux, 5 vitraux, sans barlotière. Sans support. Oui, adéquat. Pas de support. Alors, heureusement, ils étaient pas très grands. Ça veut dire les vitraux qui sont plus petits, ils ont moins de stress sur lui. Les grands panneaux, je veux dire, quand un panneau de vitrail, il a 20 pieds carrés, je parle d'un des 5 panneaux, il devenait plus fatigué. Mais si c'est un des panneaux qui a seulement 4 pieds carrés, ça aide beaucoup. Alors, c'est un peu le cas pour Lac-Mégantic. Là, vous avez réinstallé avec les entrepreneurs. Alors, là, on a complètement changé l'installation. Bien sûr, avec l'architecte, tout ça a été compris. Il y avait des challenges, des défis, parce qu'une fois qu'on installe une barlotière, il mange dans l'espace de la fenêtre, parce qu'il faut ajouter peut-être un quart de pouce chaque fois qu'on ajoute ce barlotière. Alors, en tout cas, je parlais pas trop technique, mais il fallait trouver les moyens d'avoir une pouce plus grand. Finalement, en bas. Ben, oui. Vous avez piqué ma curiosité. Je vais essayer d'aller voir. On peut juste taper Église Lac-Mégantic. Oui, c'est Sainte-Agnès, vitraux. C'est fou, là. Si vous faites ça, les gens qui écoutent, regardez ça. On dirait qu'on est dans une cathédrale à Londres. Et on était dans une cathédrale à Londres. Alors, c'était fait par un grand maître verrier d'Angleterre qui s'appelle William Wells. Et c'est lui qui a fait le concept de ça. Et c'est le plus ancien, mettons, le plus ancien exemple de néo-gothique qu'on a au Canada. Il est classé, ce vitrail est classé par le registre comment on dit ça, le registre du patrimoine du Québec. Le vitrail, pas l'église, mais le vitrail. Ah oui. C'est un des rares vitrails qui est tout seul. Lui, il est registré. Alors, c'est intéressant. On a parlé beaucoup plus de la technique là, du métier, mais j'aimerais parler un peu plus des concepts. Là. C'est une question qui est un peu difficile, mais pour vous, qu'est-ce que c'est le patrimoine? Oui, ben, le patrimoine, pour moi, c'est ce que nos ancêtres, ils ont laissé pour nous. Ce qu'ils ont bâti, c'est bâti pour nous. Alors, de contexte patrimoine architectural, on sait au Québec, c'est que l'Église catholique, jusqu'aux années 60, c'était la force majeure point de vue de
de tout au Québec. Alors, c'est pas étonnant que, point de vue de patrimoine, notre héritage, les édifices, les vitraux sont religieux. Oui, c'est pas qu'on n'a pas des bâtiments incroyables aussi dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec. Oui, on a, mais quand même, oui, je trouve que ça a fait une grande influence de l'Église. Et voilà, pour moi, heureusement, c'est comme un peu comme Mark Twain, il a dit Montreal's the only city where I can throw a brick and either hit a church or a pub. Alors, voilà, ça veut dire que énormément des églises et énormément de vitraux. Et voilà, c'est notre héritage, c'est sûr. Il y a aussi un peu de vitrail, je ne me trompe pas, dans le mouvement moderniste. Là, je pense juste à la gare Champ de Mars là, de Marcel Ferron, le grand Oui, vitrail. oui. Vous avez eu Alors, l'occasion de travailler sur des bâtiments comme ça, plus modernes? c'est assez spécial. Alors, oui, ça, c'était les années 60, n'oublie pas. Alors, on a fait des drôles. Je ne parle pas côté artistique parce que j'aime bien. C'est pur comme idée. C'est très pur comme concept. Et je trouve que c'est intéressant. Mais comme technique, un peu comme on a vu dans les années 60 dans des bâtiments, ce qu'elle voulait, c'est qu'elle ne voulait pas utiliser le plomb pour tenir ces verres ensemble. Elle a choisi les verres soufflés incroyablement de toute beauté. Juste Mais faire elle voulait... une petite Oui, aparté là, pour les gens qui voudraient aller voir, c'est le vitrail oui, très, très connu, Marcel Ferron à la station de métro Champ de Mars. Peut-être que là, tu pourrais mettre un. oui, voilà. C'est bon, ça. Alors, elle voulait... Moi, je trouve ça un peu triste parce que le vitrail, c'est les lignes. Il faut pas il faut pas avoir peur des lignes de plomb. C'est ce qu'on fait, nous. Les lignes de plomb, c'est dans le concept. C'est primaire, quoi. Mais je crois que dans sa tête, elle trouvait que ça cassait trop la liberté de ça. Alors, on n'a pas vu ça ailleurs. Elle a développé au lieu d'avoir des tiges de plomb, des baguettes de plomb, elle a les baguettes de plastique, PVC. Ah ouais. Alors, c'était pas très difficile pour quelqu'un aujourd'hui de comprendre. On sait que le plastique dans le soleil, c'est pas une bonne formule, là. Le plastique, le soleil, les UV, ils mangent le plastique. Alors, voilà, c'est-à-dire que plusieurs fois, ils étaient obligés de changer les baguettes. Finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé une autre technique qui a l'air semblable, mais est complètement différente. Parce qu'ils ne pouvaient plus compter sur ça. Alors maintenant, nous, on n'a pas fait. On était invités à soumissionner ce projet. Mais on a trouvé... ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on fait. Si on regarde une des verres, bon, il peut mesurer 30 pieds carrés. Il est mis entièrement, ça veut dire 2 verres, plate glace, 2 verres de 6 mm chaque côté. Un verre peut peser 400-500 livres. Il faut être équipé comme vitrier. Et bon, les techniques qu'ils ont utilisées pour restaurer ça, c'était ils ont enlevé tous les anciens plastiques et maintenant, ce qu'ils font, ils mettent ces verres de couleur sur le verre trempé, un des verres trempés qui fait l'unité thermos, et ils prennent du silicone clair. Bon, silicone clair, il vient toujours un peu opalescent, un peu comme le plastique clair. Alors, il tirait un joint entre les 2 verres. On a 2 verres. Il tirait un joint sur le verre trempé. Il touche ces 2 verres de couleur. Et là, c'était pas mal comme solution. Il a l'air le même,
Mais OK, fait le que c'est silicone... doublé d'un verre trempé. Et je vais devoir avancer parce que j'ai encore beaucoup de questions pour vous. Oui, C'est allez-y. super intéressant. Je voulais, Oui. vous avez l'air à vraiment bien connaître là, l'histoire de votre pratique. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de l'évolution de votre métier au fil du temps. Comme l'histoire de vitrail. L'histoire du vitrail, c'est sûr que là, on a 5 minutes pour ça, mais en gros, c'est né de où? Je ne sais pas si c'est peut-être un Oui, peu trop OK. large comme question, mais Ça comment va ça être a vraiment évolué? comme, oui, vite fait, mais voilà, c'est que on a trouvé les petits morceaux de verre et plomb en Angleterre qui datent du 7e siècle même. Alors, on sait que depuis le 7e siècle, il y avait probablement des petits vitraux. Mais c'est seulement dans le Moyen Âge gothique, romain, que les vitraux étaient introduits dans les églises. On a utilisé ça un peu pour expliquer la Bible aux gens, au peuple, parce que les plupart, ils ne pouvaient pas lire. Alors, et ça est devenu vraiment un grand art religieux. Une fois, on a ouvert des fenêtres dans les cathédrales avec les flying buttress, les flying buttress, arcs-boutants, voilà. Alors, avec les arcs-boutants, on voit dans les cathédrales, les vitraux sont très, très importants grâce à cette invention-là. Alors, et ce moment-là, ça rentrait dans l'art religieux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des arcs-boutants, imaginez la cathédrale Notre-Dame de Paris. Là, il semble avoir des pattes d'araignée sur le côté. C'est une façon de reporter le poids du toit vers des structures extérieures, ce qui permet d'alléger les surfaces et donc de les ouvrir et d'y mettre des vitraux. Voilà, voilà. Et bon, je peux pas, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en général, l'art de vitrail a suivi tous les grands mouvements artistiques. Renaissance, mettons, pré-Raphaélite, Arts and Crafts, victorienne, Art Nouveau, Art déco, et maintenant contemporain, on a un grand mouvement en vitrail contemporain aussi. Alors, c'était vraiment suivi le mouvement général. Parlez-moi, je ne connais pas très bien le mouvement de vitrail contemporain. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu? Oui, ben, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a commencé après la Deuxième Guerre. Et c'était à cause de... Oui, à cause en Allemagne, ils ont beaucoup d'églises qui ont été détruites. Pas complètement détruites, mais les vitraux. Alors là, ils ont engagé des maîtres verriers de faire quelque chose de nouveau, de ne pas faire quelque chose dans le style gothique ou ce qui était là dans les cathédrales. Alors là, à ce moment-là, ils ont commencé à faire des vitraux abstraits. Et c'est là où ce mouvement des vitraux contemporains avec des techniques de gravure, bien sûr, on utilise les mêmes techniques traditionnelles aussi, mais c'est un mouvement maintenant important. Dans les églises, souvent, on va voir plutôt des vitraux soit abstraits ou quand même peut-être figuratifs, mais quand même contemporains. Alors, ça est devenu un mouvement mondial, oui, pour le vitraux. Est-ce que vous diriez que ça sort un peu des églises ou ça reste quand même toujours dans le domaine du religieux? Oh non, non, c'est dans les églises, oui, oui. Enfin, si vous tapez, voilà, vitrail contemporain église, vous allez voir des vitraux oui, de toute beauté, là. Oui. Selon vous, c'est quoi les enjeux, les défis ou les opportunités pour la pratique de votre métier pour ce 21e siècle là, qui commence? Oui, alors, une chose qui est de plus en plus difficile, c'est trouver les artisans, trouver les jeunes qui veulent faire un apprentissage. Comme j'ai dit, on n'a pas des écoles à Montréal. Alors, ils ne peuvent pas faire des cours de vitrail comme ça. Ils peuvent faire les cours il y a des ateliers qui offrent les cours de vitrail pour les débutants, pour les gens qui sont intéressés comme passe-temps. Mais il n'y a rien pour les professionnels. Ça veut dire, je trouve très, très peu de jeunes qui veulent faire un apprentissage. Le dernier que j'avais dans les 5 dernières années, j'ai quelqu'un de 45 ans qui voulait faire. Ça veut dire, c'est pas très jeune.
On a moi, j'ai 66 ans et tous les autres artisans, ils sont dans leurs 60 ans chez nous, sauf le jeune de 45 ans. Alors, ça, c'est un grand défi. Alors, C'est intéressant, il y avait David Ruel qui posait une question justement par rapport à ça, les pour et les contre d'avoir une formation plus académique versus une formation d'apprenti. J'imagine qu'une formation académique ne va pas sans non plus une formation d'apprenti, mais ça aide peut-être à inciter les jeunes à rentrer là-dedans. Oui, c'est très intéressant comme question parce qu'on a vécu deux choses. Parce qu'il y a des artisans, disons les artisans ou les verriers qui viennent de France, qui ont fait leurs études. Parce qu'en France, oui, on a les écoles. Alors, ils font comme 3 ans en plastique, comme pour eux, ils prennent le vitrail comme leur choix majeur. Et puis, ils font des petits apprentissages, 3 mois. Mais c'est intéressant parce que c'est formidable d'avoir ces gens-là. Mais c'est intéressant parce que nous, il faut qu'on monte certaines techniques de l'atelier qu'ils n'ont pas appris. Mais c'est pas grave. Ils ont appris tellement de choses dans ce qu'ils ont fait que on est très contents parce qu'ils voulaient faire des stages chez nous. C'est une partie de leurs études. Et déjà, on a 2 stagiaires qui sont restés au Québec. C'est bon pour le Québec aussi, je trouve. Ils ont adoré le Québec. Et puis, voilà, ils restent au Québec. Ils sont plus avec moi. En tout cas, c'est des histoires. Une qui devient une mère et un autre qui changeait des métiers. Mais quand même, c'est intéressant. Alors, si je pouvais avoir d'autres stagiaires, c'est toujours bon, oui. Bon, ben, le message est lancé aux auditeurs sur Facebook. Bon. Ensuite, je vous posais une question un peu plus sensible, savoir, ben pas sensible, mais on l'a posé à tous les autres artisans du patrimoine, mais si vous aviez à décrire votre métier avec 5 sens, là, une odeur, une texture, une couleur et un bruit, qu'est-ce que vous choisiriez? Une odeur, une odeur chez nous, c'est qu'on va souder les plombs. C'est quand même pas forcément une odeur qu'on aime et c'est pas très bon pour la santé. Mais bien sûr, on a des masques spéciaux et des ventilations, mais c'est sûr que c'est une odeur, surtout quand on soude les anciens plombs. Il y a une odeur, je peux même pas comparer ça à quelque chose, mais c'est ça, c'est assez acide et c'est quelque chose à éviter, mais on peut pas toujours éviter. Voilà. Point de vue de couleur, pour moi, ça serait ce bleu cobalt de Chartres, de verre à Chartres. Si vous avez visité Chartres, vous allez voir dans les rosaces, dans les vitraux, ce bleu qui les gens on dit qu'on ne peut pas reproduire ce bleu. C'est peut-être vrai, oui, mais c'est de toute beauté. Le son, ça serait pour moi le son d'une coupe verre en coupant le verre. C'est un peu comme qu'on en patine sur la glace. C'est ce son-là qu'on entend. Alors, et puis, la texture, c'était la texture? C'était quoi? La texture. Texture. Je dirais, le verre soufflé, si on touche, il n'y a pas énormément de texture, mais on peut toucher et on sent un peu les bulles qui ont été soufflées par un souffleur de verre. On peut même toucher et on sentait un peu le mouvement que le souffleur a mis dans ça. Alors, moi, je trouve ça très beau. Merci, c'est vraiment une belle description. C'est vraiment intéressant de voir les autres descriptions aussi des autres artisans. Je pense que si on additionne tout ça, on a vraiment une belle vision sensorielle de qu'est-ce que le patrimoine là, au niveau matériel. J'invite les gens, si jamais ils ont d'autres questions, à les poser. Je vais faire un petit tour pour voir si je n'ai pas oublié des questions. Ça, vous n'avez pas répondu à la question lorsqu'il y a du vitrail qui est plus, pour lequel c'est plus possible de réintégrer à l'ancien vitrail. Qu'est-ce que vous faites avec les anciens ou les morceaux de vitraux qui sont brisés? Peut-être quelqu'un qui est ils sont complètement... oui. D'habitude, oui, on peut donner ça au client s'il veut, mais souvent, ils sont tellement brisés
et il y a partie manquante d'habitude aussi. Si ça arrive qu'on ne pouvait pas le coller, oui, il n'y a pas grand valeur, mais idéalement, ça serait à redonner ça à le client ou l'architecte. Comme on fait avec nos frottés, tous les frottés, ça veut dire de documentation, et les photos, on donne ça aux clientes pour qu'ils mettent ça quelque part. Pour les prochains restaurateurs, peuvent prendre ça comme guide et voir exactement ce que nous, on a fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retrouver un vieux frotté de Non. restaurateur? Non, ils n'étaient pas aussi... moi, je crois, bon, ça fait 45 ans que je fais, je crois que quand j'étais avec Théo Lubers, on n'avait pas, et il était comme tous les autres restaurateurs, je crois qu'on a beaucoup évolué dans ce qu'on fait en restauration maintenant, dans la documentation, en essayant de garder tout ce qui est original. On n'était pas, oui, on a fait une frottée vite, on n'a pas mis toutes nos notes de documentation là-dessus et on a jeté après. C'était quand même un peu le moment où on n'a pas pensé trop à ça, à le futur. On n'a pas trop pensé aussi de cette idée d'être toujours capable de renverser ce qu'on fait. Alors, voilà, on a fait certaines choses dans cet atelier avec des cols au lieu comme ça. On a mis un verre clair derrière. Des choses collées comme ça, c'est fini là. On ne peut jamais changer là. Il est collé ensemble. Bon, c'était une évolution. Oui. Qui fait que maintenant, vous êtes vraiment plus sensible à cette réversibilité-là puis à toujours, la transmission. C'est toujours. Le col qu'on utilise maintenant, c'est voilà, on peut le renverser. Tout ce qu'on fait, c'est toujours la première question. Est-ce que dans 50 ans, il trouve une meilleure colle, il trouve d'autres choses? Est-ce que oui, il peut? Oui. C'est super intéressant. Puis aussi, une autre question que j'ai posée aux autres par rapport à l'évolution de votre métier, est-ce que les outils numériques, là, comme les commandes de découpe numérique, est-ce que ça va changer votre métier? Est-ce que vous utilisez ça? Ou... Ben, pas nous. Il y a des compagnies qui font des vitraux en série, qui est triste. Ça fait un peu... moi, je trouve que c'est pas bon pour notre métier, qu'on envoie ces vitraux un peu dans les portes, dans les banlieues qui étaient faites en Syrie. Eux, peut-être, maintenant c'est fait en Chine. Alors, eux, ils pourraient faire, voilà, couper ça, soit avec laser ou de l'eau maintenant. On peut couper en Syrie. Mais nous, chaque vitrail, chaque, mettons, création qu'on fait, c'est unique. Alors, ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour nous, non. Et même, on fait nos concepts à la main. Il y en a qui font à l'ordinateur, mais on est old school, ça c'est sûr. Cool. Bon, c'est bon de savoir si ça continue comme ça. Puis pour les 7 minutes qui restent, là, vous parlez un peu de... Vous faites des fois des créations. C'est qui on fait ces commandes-là, puis comment ça se passe? Bon, ben, les créations, voilà, dans les églises, c'est rare maintenant, mais plus avant, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, on a travaillé dans les églises. Plus, maintenant, l'histoire un peu triste, c'est au lieu d'avoir les églises qui ouvrent, on a les églises qui ferment. Alors, on fait, soit on enlève les vitraux, on le met dans une autre église, mettons une église cousin où ils viennent ensemble et on ramène, ou on met dans les caisses ou on met dans une sous-sol quelque part. Bon, ça c'est une autre histoire. Bon, mais très peu qu'on fait pour les églises. Mais oui, pour les résidences, beaucoup. Pour les bâtiments, pour les lieux commerciaux, pour les bureaux. Vous avez un exemple de création que les gens pourraient aller voir? Ils peuvent voir dans le Métroplace des Arts, oui. dans le magasin, comment ça s'appelle, ce magasin qui vend des journaux, comment?
En tout cas, dans la Place des Arts, en marchant vers le métro, Place des Arts, il y a un magasin qui vend des CD, Archambault? Archambault, merci. Dans le magasin Archambault. Moi, je ne suis pas très content qu'ils ont pas respecté. Il y a une vingtaine de vitraux que j'aimerais bien mieux qu'ils dégagent leur stock derrière un peu. Mais en tout cas, au début, c'était bien montré. C'est très contemporain, c'est abstrait. C'est des verres plaqués, ça veut dire les verres de 2 couleurs. Et là, on a gravé là-dessus, on a enlevé de couleurs. C'est intéressant comme technique. Un autre assez intéressant projet qu'on a fait à Ottawa, dans le casino, l'hôtel à côté, il y a une sculpture qu'on a fait avec de dalles de verre. Alors, de dalles de verre, c'est une verre de 1 pouce d'épais. C'est pas tout à fait une vitrail, mais c'est une sculpture en verre avec des dalles de verre. Alors, oui, on a fait une musée à Alger il y a 30 ans avec des vitraux. C'était un projet énorme, on a fait avec Lavalin. On touche un peu partout dans le monde. Combien dans votre atelier? Vous avez dit que vous avez... Voilà, enfin, c'est une petite entreprise, mais on est 7. Mettons probablement le plus grand au Québec. Peut-être il y a un autre, je ne sais pas, mais voilà. On n'a pas énormément de concurrence. On est peut-être 3 autres ateliers à Montréal qui peuvent faire des grands restaurations, des grands formats comme nous. Super. Oui. Eh bien, merci beaucoup, M. Schekman. C'était vraiment intéressant. Grand plaisir. Et donc, pour les autres, je vous rappelle qu'on se revoit la semaine prochaine, jeudi à midi, avec le dernier entretien avec l'artisan du patrimoine, le célèbre forgeron Mathieu Colette des Forges de Montréal, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si... Oui, je connais. Donc, merci encore à tous et à jeudi prochain. Merci. Au revoir. Au revoir.